Elle est bien très bien placée pour analyser le langage et sa performativité. Elle y a consacré plusieurs ouvrages, notamment Quand dire c'est vraiment faire, Homère, Gorgias et le peuple arc-en-ciel en 2018. Chez Fayard, Barbara Cassien, l'académicienne helléniste, philosophe, philologue, démonte la novlangue de Trump et de Poutine dans un court essai accessible et urgent. Elle y décrypte leur rhétorique populiste, toxique, viriliste qui vise à tordre ou supprimer le langage à des fins autoritaires et totalitaires pour façonner la réalité politique, remodeler le réel et changer l'histoire. Alors contre la mauvaise utilisation du pouvoir des mots, de la parole, de la vérité, elle érige la culture et la pensée critique comme résistance. Bonsoir Barbara Cassien. Bonsoir. Vous êtes membre de l'Académie française, je le disais, philologue, philosophe, et vous faites paraître La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe. C'est aux éditions Flammarion, un ouvrage qui est paru le 8 octobre dernier. Merci d'être venu ce soir dans Question du soir. Et voici ce que vous écrivez, Barbara Cassien. J'ai eu besoin, comme jamais, d'écrire ce livre. Il y va de la culture comme résistance. Fin de citation. Alors, une académicienne qui résiste, on veut savoir de quoi il s'agit. Bon, peut-être que l'Académie résiste à beaucoup de choses, hein. Et en tout cas, c'est très résistant comme compagnonnage. C'est bien le cas. Oui. Moi, je voudrais résister à Trump et à Poutine et à leur manière de parler. L'un comme l'autre, ils inventent une novlangue finalement. Trump et Poutine, d'abord, croient au langage. Ça, déjà, ça m'a véritablement marqué. Ils croient au langage, c'est-à-dire qu'ils pensent que s'ils suppriment les mots, ils vont peut-être supprimer les choses. Et il y a une liste de mots qui est... il y a une liste de... Pardon ? Non, je vous en prie. Bon. Il y a une liste de mots qui est supprimée par Trump, qui est extraordinaire. Il y avait même le mot « femme » dedans, hein. Le mot « genre », n'en parlons pas, bien sûr. Le mot « égalité », enfin bon. C'est-à-dire que c'est des mots qu'il ne faut pas employer si on veut être financé. C'est quand même toujours ça. Il y a toujours un deal, là, derrière, qui se termine par du fric. Bon. Donc, Trump supprime des mots. Et ce qui m'a paru extraordinaire, on sait que Poutine en supprime aussi, ne serait-ce que guerre par rapport à... qu'il remplace par opération militaire spéciale, ou bien il ne prononce jamais le nom de Navalny. Et peut-être que, comme ça, peut-être que ça disparaît mieux. Bon. Donc, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Et j'ai regardé de près comment ils parlaient, ces deux-là. Alors écoutons-les parler justement, ces deux-là, Trump et Poutine, dans un montage réalisé par notre réalisatrice Léa Racine. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. À Springfield, les migrants mangent les chiens, ils mangent les chats, ils mangent les animaux de compagnie des gens qui vivent là. C'est ce qui se passe dans notre pays. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale pour protéger les personnes qui ont été soumises à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Nous sommes en train de mettre en échec la gauche radicale, les marxistes, les anarchistes, les agitateurs, les pilleurs. L'Ouest et ses habitudes coloniales, ses habitudes de déclencher des conflits à travers le monde, n'est pas juste en train d'essayer de restreindre notre développement. À la place de la Russie, il voudrait un territoire dépendant, affaibli, agonisant, où ils pourraient faire ce qu'ils veulent. Je veux vous dire à tous que nous combattons les fake news. Elles sont fausses. Dans ce dévoiement du langage, Barbara Cassien, est-ce que Trump et Poutine agissent de la même façon, avec la même méthode et les mêmes visées ? Les mêmes visées, c'est des visées de pouvoir, de toute façon. On peut dire des visées de domination, oui. Maintenant, ils n'agissent pas de la même manière, c'est pas le même genre de type. Trump, quand il parle comme un ado de 14 ans, avec très peu de mots et avec très peu de grammaire, très peu de syntaxe. Il est content, pas content, ça lui plaît pas. Bon, c'est très basique. Très basique. Alors que Poutine, c'est beaucoup plus complexe. Poutine, c'est un bon sociolinguiste. Il s'adresse à chacune des couches de sa population avec des mots qui vont la toucher. Et en particulier, ce qui m'a beaucoup interloqué d'abord et intéressé, c'est qu'il peut utiliser le mat. Le mat, c'est l'argot des bas-fonds. On comprend comment Poutine et Wagner
ça pouvait marcher. Et Poutine s'adresse vraiment à la mafia russe en disant « mais je suis des vôtres, enfin j'ai compris, moi aussi hein ». Et la première fois que ça m'est apparu de manière vraiment flagrante, c'est lorsque j'ai remarqué, enfin c'est au moment de l'île des Serpents, quand le bateau russe avait intimé aux Ukrainiens d'île des Serpents de se rendre, et les Ukrainiens ont répondu « bateau de guerre russe, va te faire foutre ». Ça a été traduit comme ça a été bien traduit, plutôt sous-traduit. C'était très très violent. Et j'ai demandé à des amis ukrainiens, mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils parlent comme ça? Mais ils parlent comme on leur parle. Autrement dit, c'était le mat, cet argot des bas-fonds, qui était utilisé et qui est constamment utilisé. Voici ce que vous écrivez à propos de la façon qu'a Poutine d'utiliser la langue. La langue de Poutine, nous dit Luba Jurgenson, mixte de soviétisme, de référence à l'empire, de marketing, d'ultralibéralisme et de maths, vous en parliez, signe par ce mélange même la fin des grands récits. Elle est postmoderne, fin de citation. Qu'est-ce que vous voulez dire par la postmoderne? C'est un terme qu'employait Luba Jurgenson, pour qui j'ai la plus grande estime et amitié. Et ça veut dire que elle fait flèche de tout bois et elle signe justement la fin des grands récits, c'est-à-dire qu'elle en promet un nouveau, elle en promeut un autre. Donc c'est pas tout à fait juste qu'elle est postmoderne, elle est à nouveau moderne. Ce que vous décrivez dans cet ouvrage, ce que vous décriez également dans ce livre, c'est la novlangue de Vladimir Poutine et de Donald Trump. Je voudrais qu'on entende une archive, Ina, extrait du documentaire Une vie, une œuvre sur George Orwell, qui a participé à forger ce terme de novlangue dans son ouvrage 1984. Et on en a là une explication donnée par Bernard Gensan. Justement, il va nous expliquer ce qu'est selon lui la novlangue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une langue artificielle? C'est une langue qui va être comprise par tout le monde. Et donc une langue où, par définition, on va faire simple. Donc on va supprimer des mots. Et qu'est-ce qu'on va supprimer? On va bien entendu pas supprimer le mot table, mais on va éventuellement supprimer le mot guéridon. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un guéridon? C'est une petite table. Bon, donc on va donc supprimer les synonymes. On va supprimer aussi les mots qui veulent dire plus grand, ou plus petit, comme guéridon et table, si vous voulez. Bon. Et tout ça, ça a mûri pendant un certain nombre d'années, et il a fini donc par créer ce Newspeak, cette novlangue. Donc cette langue la novlangue est la langue du parti, mais le parti permet aux proles, les prolos si vous voulez, à la fois de vivre à la prowl, c'est-à-dire de se saouler, de chanter des fadaises, de forniquer n'importe comment, etc. Et il leur permet de parler le vieil anglais, c'est-à-dire l'anglais. Bon, donc là, il y a quelque chose d'assez bizarre. Que pensez-vous, Barbara Fassin, justement, de cette définition-là qui vient d'être donnée de la novlangue? Elle est belle et soft. C'est-à-dire que, pour moi, la novlangue, c'est quand même d'abord ce qui permet de changer le sens des mots. C'est-à-dire qu'on peut dire vérité et mensonge, vérité est, EST, mensonge, guerre est, EST, paix. Et c'est cela qu'il y avait au fronton du ministère de, je ne sais plus quoi, de la vérité, je crois. Je pense que c'est, enfin, je ne sais plus comment il s'appelait, dans le livre de Orwell. Et du coup, on ne sait plus où on en est. C'est pas simplement que tout le monde la comprend, c'est que tout le monde comprend quoi? Comprend quelque chose d'autre. Vous écrivez aussi que la novlangue, c'est une manière d'amener celui à qui l'on s'adresse sur son terrain, sur son propre terrain. Par quel truchement, par quelle manière alors cette novlangue permet d'attirer l'autre à soi dans son propre domaine? Il faut tout recomprendre. On comprend qu'on ne comprend pas. Et donc, on est soumis à celui qui invente la novlangue. Et c'est pour ça que Trump dit quelque chose d'extraordinaire quand il dit « I have the words, the best words ». J'ai les mots, les meilleurs mots. Donc il dit la vérité de la novlangue.
Vous dites aussi quelque chose de très fort, Barbara Cassin, le point commun entre Poutine et Trump, c'est qu'il crée chez l'interlocuteur auquel il s'adresse de la sidération. Et par là, par la sidération qu'ils créent, ils empêchent à leur interlocuteur de trouver leurs propres mots. Ils créent le silence, ils créent la perte, l'absence totale de mots. Décrivez-nous justement ce phénomène-là. Je crois que c'est un phénomène auquel on est confronté en Europe, c'est-à-dire qu'on est sidéré par ce que fait Trump, et on est sidéré que ça marche en plus. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis très profondément sidéré par ce qui se passe à Gaza, et qu'il ait réussi, avec ces mots, j'allais dire, immondes, c'est-à-dire qui font un autre monde, bon. Et avec sa bouche en trapèze absolument ignoble, qu'il ait réussi à ça, à faire ça. Là, je suis bluffée. Et peut-être que c'est parce que nous sommes des démocrates. C'est-à-dire que nous avons l'habitude que nos présidents, nos chefs, les gens pour lesquels on vote, ne fassent pas ce qu'ils disent. Je crois qu'on est habitué à ce que ça ne se passe pas comme on dit. C'est cela pour vous la singularité des représentants en démocratie, des gouvernants en démocratie? Non. Qu'ils ne tiennent pas parole? Heureusement que ce n'est pas leur seule caractéristique, mais je veux dire qu'on est habitué à que quand on vous dit, voilà, moi j'écris un livre qui s'appelle Révolution, il n'y a pas de révolution qui suit. Bon. On parlait d'Emmanuel Macron et de son ouvrage Révolution par exemple, en 2017. Voilà. Donc on est habitué à quelque chose comme ça. Et du coup, ça veut aussi dire qu'on est habitué à discuter et à s'entre-parler. Alors que Trump et Poutine, eux, parlent, point barre. Personne d'autre que Trump ne parle, personne d'autre que Poutine ne parle. Donc moi j'aime la démocratie pour le meilleur et pour le pire. Je ne choisirai pas le monde de Trump ni le monde de Poutine, mais je suis bluffée quand ça marche. Si je fais un pas en arrière, Barbara Cassin, quelle est selon vous la définition de la puissance du langage? Quelle est cette substance qui permet au langage d'agir sur les choses, de transformer le monde, d'être une matière active? Il y a en matière de philosophie une longue tradition qui tente justement de décortiquer ce pouvoir, à commencer par les sophistes eux-mêmes. Oui, j'ai beaucoup travaillé sur les sophistes. Justement, je pourrais peut-être citer une phrase de Gorgias, donc un grand sophiste, dans l'Éloge d'Hélène. L'éloge d'Hélène est là pour expliquer que Hélène, qui a suivi son amant et qui, après tout, est la cause de la guerre de Troie, donc a causé des milliers de morts, qu'Hélène n'est pas coupable. Pourquoi ? Eh bien, en fin de compte, elle a écouté Paris. Et Gorgias dit là, le logos, c'est-à-dire le discours, la parole, est un grand tyran, un grand dynaste, un grand puissant, qui, avec le plus petit et le plus inapparent des corps, c'est-à-dire ce qui sort de ma bouche, juste du souffle, avec le plus petit et le plus inapparent des corps, performe, produit les actes les plus divins. Là, j'ai lâché un mot pour traduire apotélei, qui veut dire porter au bout. J'ai lâché le mot de performer, à cause du performatif. Le pouvoir dont on parle, le pouvoir du langage dont on parle, c'est un pouvoir performatif. Le pouvoir performatif, c'est quand dire, c'est faire. Et même quand dire, c'est vraiment faire. Alors, c'est pas toujours le cas, mais c'est beaucoup le cas en politique. Par exemple, quand on dit « yes, we can », oui, ça fait que oui, voilà. Ou quand on dit « wir schaffen das », ou « la majorité, c'est vous », ou « je vous ai compris ». Tous ces mots-là, qui sont des mots vraiment importants en politique et qui ont marqué des époques, sont des performatifs. C'est-à-dire que ça fabrique en même temps ce qu'ils sont en train de dire. Le modèle du performatif, au départ, c'est Dieu qui dit « fiat lux » et la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. Dans la Bible, voilà le premier performatif. C'est cela qui est divin, justement, parce que vous avez également employé cet adjectif-là, celui de divin, dans la citation citée un peu plus tôt dans cette discussion. Il y a une dimension divine dans cette capacité du langage à transformer le monde et les choses ? Oui, il y a une dimension divine, appelez ça comme vous voulez, forte, une dimension extraordinaire et très ordinaire, à peu près comme la divinité, justement. Il n'y a rien de plus ordinaire que Dieu.
on enlève cette phrase. On enlève cette phrase, très bien. Personne ne la retiendra ici. Un autre exemple que vous prenez dans votre livre pour expliquer cette performativité du langage, c'est en Afrique du Sud, la commission Vérité et Réconciliation. Expliquez-nous là aussi en quoi cette commission a permis au langage de devenir action. Alors, il faut se représenter le moment où, post-apartheid, où il y aurait dû y avoir un bain de sang. Comment est-ce qu'on l'évite ? Eh bien, on l'évite par un dispositif très subtil, très intéressant, qui est la commission Vérité-Réconciliation, fabriquée par Desmond Tutu, par Mandela. Et alors, il y a deux choses là-dedans. Mais pour répondre plus immédiatement à votre question, à cause de la citation que je viens de donner de Gorgias, j'ai envie de donner tout de suite une citation de Desmond Tutu. Il dit on dit d'habitude que le langage décrit les choses. La commission n'est pas de cet avis. C'est incroyable. La commission n'est pas de cet avis. Le langage fait les choses. Il construit la réalité. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la commission Vérité-Réconciliation qui a mis ensemble, pour parler, pour s'entreparler, disons les perpetrators, ceux qui avaient commis des violations des droits humains et ceux qui les avaient subis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en s'entreparlant, en disant tout, parce que c'était ça l'exigence, en disant tout, ils ont construit un passé commun, le peuple arc-en-ciel. Ils ont fait le peuple arc-en-ciel. Donc, la nouvelle Afrique du Sud est née de cette commission Vérité et Réconciliation qui n'a fonctionné que grâce à une nouvelle conception de la justice, non pas une justice punitive, mais une justice réparatrice, une justice de transition. Et la transition, elle réside en ceci, que on échange la vérité. Quand on dit la vérité, on a la liberté. C'est la définition de l'amnistie, la liberté en échange de la vérité. Et c'est ça qui a construit le peuple arc-en-ciel. C'est-à-dire un échange de paroles et non pas à nouveau ou encore un échange de meurtres. Je reviens un instant, Barbara Cassin, aux motifs qui ont présidé à l'écriture de ce livre intitulé « La guerre des mots ». Vous dites que le premier de ces motifs, c'est le sentiment d'urgence. Vous en donnez un second, plus étonnant celui-ci, la honte. Et vous écrivez « Comment pouvais-je oser parler d'Homère à ces jeunes adultes ?» Vous étiez alors devant une assemblée de jeunes adultes, alors que Trump bouleverse le monde, Gaza Riviera, Drill and Tariff, et que Poutine tue l'Ukraine, fin de citation. Pourquoi d'abord vous avez éprouvé tout simplement ce sentiment de honte et pourquoi cela vous a-t-il incité à écrire cet ouvrage ? J'étais donc en Turquie devant les étudiants et les lycéens de Galatasaray qui parlent parfaitement français et on m'avait demandé de parler d'Homère, du livre précédent que j'ai fait sur la manière dont l'Odyssée est en même temps un roman graphique à travers les vases. Donc voilà, j'avais fait ces conférences du Louvre et ça a abouti à ce livre, Homère, un roman graphique. Et je me suis dit, mais je leur ai dit, mais enfin vous me demandez de parler de ça, c'est-à-dire un type, Homère, il n'a peut-être jamais existé, ce poème vieux, et avec ce qui se passe, est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je ne devrais pas plutôt, même en tant que philosophe, mais en tant que citoyenne, en tant que vous parlant, vous les jeunes, parler de ce qui se passe en Turquie, de ce qui se passe à Gaza, de ce qui se passe... Bon. Et là, je peux dire qu'ils m'ont fait réfléchir, ou on a réfléchi ensemble, sur le fait que je ne pouvais rien faire de mieux que ce que je savais faire, et qui comptait là, à savoir leur donner de la culture, leur apporter, justement, Homère pour réfléchir mieux et pour s'asseoir autrement dans le langage, pour s'asseoir autrement dans la vie et même en politique. Et donc j'ai pensé, si vous voulez, que notre résistance, la résistance en tout cas que moi je pouvais faire, c'était enseigner à juger. Et enseigner à juger en résistant avec tout ce qu'on a inventé dans les textes et dans les mots. Enseigner à juger avec
la culture qui, après tout, définit l'Europe et les langues multiples qui la définissent. Non pas que l'Europe soit la seule, le seul lieu où on est cultivé, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais je veux dire que là, il y a une charge qui importe. Et ça m'est venu parce que je crois... Alors, vous parliez des sophistes tout à l'heure. Je crois à ce que dit Protagoras. Protagoras dit « l'homme est la mesure de toute chose ». D'accord. Socrate arrive, ouais, ben enfin, si tu étais un cochon, tu dirais le cochon est la mesure de toute chose. Alors, bon. Et puis, Socrate, Protagoras n'est pas là, hein. C'est Socrate qui fait Protagoras. Donc Socrate dit mais si Protagoras était là, il me dirait tu n'as pas honte, Socrate. Mais si, j'ai honte. J'ai honte. Parce que ce que Protagoras dit, c'est que l'homme est la mesure de toute chose, parce que toi, il te faut supporter d'être mesure. Et toi, il te faut supporter d'être mesure. Autrement dit, tout ce qu'on peut enseigner, c'est d'apprendre à juger. Et ça, je le crois. Je le crois tout à fait. Et puisqu'on parlait d'Afrique du Sud, j'aimerais juste dire ce que j'ai vu peut-être de plus bouleversant, tout petit, hein, en Afrique du Sud. C'est, j'étais dans un musée, un grand musée, genre art et tradition populaire, musée qui puait l'apartheid à plein nez, où il y avait des statues de cire qui représentaient les Khoisan, les peuplades primitifs. Qui puait le racisme même, dites-vous. Oui, qui puait le racisme. Qui puait le racisme. Et donc, il y avait les métis, les peuples primitifs, les blacks, etc., représentés dans des situations d'une poussière et d'une tristesse et d'une vulgarité absolue. Et au lieu de démolir ce musée, Mandela, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait mettre au milieu de la salle un tout petit écriteau. Que pensez-vous de ce que vous voyez ? Ça, je trouve ça génial. Rapport qualité-prix. L'incitation à juger. Mais oui, rapport qualité-prix, c'est génial. Prenez le recul, regardez, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voyez ? Pensez donc, allez-y. Et toi, il te faut supporter d'être mesure. Ça, c'est magnifique. La première résistance possible que vous suggérez, du moins Barbara Cassin, face à Trump, face à Poutine, vous l'avez dit, c'est apprendre à juger, enseigner aux maires, hein, c'est un même ensemble. Vous expliquez aussi qu'une autre forme de résistance, c'est de percevoir la rhétorique comme rhétorique. Qu'est-ce que cela veut dire cette fois-ci ? Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser prendre au piège des mots, il ne faut pas se laisser endormir par ce qu'on vous raconte, il faut continuer à juger, tout le temps. Et je pense que je devrais faire un autre livre sur les usages de la rhétorique en France aujourd'hui. Ça serait le pendant de celui-là. Comment quelqu'un qui fait des discours aussi parfaits, aussi intelligents, aussi justes que notre président de la République, que j'admire infiniment pour ça, peut mettre la France dans la situation dans laquelle elle est. Mais ça, c'est un usage de la rhétorique ? C'est Oui. un mauvais usage, un mauvais emploi de la rhétorique, de la façon, de l'art de s'exprimer ? La rhétorique, elle est pour le meilleur et pour le pire, toujours. Les mots sont comme ça, le meilleur et le pire des choses. Non, ce que je veux dire, c'est ce qui est troublant, c'est que ça soit si juste qu'on ait tellement l'impression que ça sonne bien et que ça sonne si bien. Et que quand même, ça soit... que le résultat soit pas celui qu'on souhaite. Pour finir, peut-être une analyse sur le dernier terme du triptyque de votre ouvrage, La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe. Pourquoi l'Europe ? Pourquoi tout ce que vous dépliez ce soir dans cette conversation, dans votre ouvrage par ailleurs, a à voir avec l'Europe, a à faire avec l'Europe ? Trump comme Poutine ont comme ennemi l'Europe. Trump dit que l'Europe l'a arnaqué, l'Union européenne a été créée pour nous arnaquer, et Poutine dit la Russie a en fait été dépouillée. Et elle a été aussi, au fond, poussée dans les coins par l'OTAN, par quelque chose de l'ordre de l'Europe. Donc voilà, du coup, l'Europe est leur ennemi commun. Et ça, je trouve ça très intéressant de le comprendre, de le savoir et de réagir.
Merci beaucoup Barbara Cassin. Je rappelle une fois de plus le titre de votre ouvrage qui est apparu chez Flammarion, La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe. L'Europe, ne l'oublions pas, vous êtes membre de l'Académie française, philologue, philosophe, docteur S-lettres et directrice de recherche au CNRS. Et un immense merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Anouk Milio, Rodi Eken, Bertie Bourdon. À la réalisation, c'était Léa Racine et Noé Chaban à la technique. Dans un instant, restez à l'écoute de France Culture. À voix nue.